Parfois, ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment, surtout dans les moments où nous avons le plus besoin d'eux. Ceci est une histoire de fiction basée sur des expériences que beaucoup de personnes rapportent concernant des rencontres spirituelles dans des moments critiques. Si vous traversez une situation de perte ou de maladie grave, rappelez-vous que chaque parcours est unique et il est important de chercher un soutien professionnel approprié. Mon nom est Jean Dupont, j'ai 48 ans et je travaille comme chef de chantier ici à Bourges, dans le Cher. Je suis né et j'ai grandi dans cette bonne terre, fils de monsieur Antoine et madame Marie, dans une famille simple mais unie. Mon père était maçon, ma mère couturière, et ils nous ont élevés, moi et Charles, avec beaucoup d'amour et peu de moyens. Je n'ai jamais été du genre à croire à ces choses de l'au-delà, vous savez. J'ai toujours eu les pieds sur terre, homme travailleur, catholique du dimanche, de ceux qui vont à la messe de 7 heures du matin, saluent tout le monde à la sortie et rentrent à la maison pour le déjeuner d'âne. J'ai toujours pensé que la vie, c'était ce qu'on voit ici même. Le travail, la famille, quelques amis pour boire une bière le week-end. Sans beaucoup de mystère dans la vie, sans grande philosophie, jusqu'à ce qui va se passer et que je vais vous raconter. Mon frère Charles avait 3 ans de moins que moi, mais depuis petit, on aurait dit que c'était lui qui s'occupait de moi. Nous avons grandi ensemble dans cette maison simple de la rue des Lilas. Nous avons joué dans la même terre rouge du jardin de notre mère. Nous sommes montés au même pommier. Nous avons travaillé côte à côte depuis enfants. D'abord en aidant papa sur les petits chantiers, puis chacun suivant son chemin. Il a toujours été plus décontracté que moi, toujours en train de rire, trouvant toujours une plaisanterie pour faire rire la bande. Je me souviens, quand nous étions adolescents, je devenais nerveux quand je devais parler à une fille et Charles arrivait à côté de moi en faisant une petite blague qui brisait la glace. J'étais le sérieux, le responsable, celui que les parents appelaient quand ils devaient résoudre quelque chose d'important. Lui, c'était la joie de la famille, celui qui faisait rire tout le monde à table. Notre mère disait toujours « Jean est mon bras droit, mais Charles est ma joie ». Et c'était vraiment vrai. Quand elle est tombée malade, vers ses 70 ans, c'est moi qui courais après le médecin, qui organisait les médicaments, qui m'occupait de la partie pratique. Mais c'était Charles qui arrivait à l'hôpital avec une petite guitare empruntée et chantait les chansons qu'elle aimait, qui inventait des petites histoires pour la distraire pendant les séances de kinésithérapie. Charles travaillait comme soudeur dans une métallurgie de la région, la sidérurgie Val, de Loire. Il était bon dans ce qu'il faisait, très respecté par ses collègues. Il avait ses mains habiles qui semblaient danser quand il travaillait avec le chalumeau. Les autres soudeurs venaient toujours lui demander conseil quand ils avaient une soudure plus compliquée. Il s'est marié avec Marthe quand il avait 28 ans. Ils se sont rencontrés à une fête de village ici de l'église. Elle était institutrice, toute délicate, et il en est tombé sous le charme. Je me souviens de leur mariage. J'étais témoin, bien sûr, et je n'ai jamais vu Charles si heureux. Quand Gabriel est né, en 2010, puis Louise, en 2015, il est devenu le papa le plus gâteux qui ait jamais existé. Tous les week-ends, c'était la même chose. Charles débarquait chez nous avec les enfants, Marthe apportait un gâteau et nous restions dans le jardin à regarder les petits jouets. Il apprenait à Gabriel à faire voler un cerf-volant, construisait une maison de poupées pour Louise avec des chutes de bois du chantier. Sa vie semblait sur la bonne voie, vous voyez. Une belle famille, un travail stable, la petite maison qu'il avait réussi à financer. Mais en décembre 2023, nous avons reçu une nouvelle qui a tout changé. Ça a commencé par une toux qui ne passait pas. Charles pensait que c'était une grippe, un rhume, ces choses de fin d'année. Mais la toux empirait, et avec elle est venu un essoufflement qui n'était pas normal. Marthe insistait pour qu'il aille voir le médecin, mais vous connaissez les hommes, n'est-ce pas? Têtus comme des mules. Ce n'est que quand il s'est évanoui au travail qu'il a accepté d'aller à l'hôpital. Docteur Henri, médecin de famille depuis des années, a demandé des examens qui ont pris une éternité pour être prêts. Je me souviens du jour où le résultat est sorti. C'était un vendredi, fin décembre. Tout le monde se préparait pour Noël. Cancer du poumon, agressif.
Ces mots qu'on entend seulement à la télévision, qu'on n'imagine jamais entendre à propos de quelqu'un de la famille. Les médecins ont dit qu'il aurait peut-être quelques mois, au maximum 1 an, si le traitement marchait. Je me souviens comme si c'était hier du jour où il me l'a annoncé. Nous prenions une bière dans le jardin de la maison, assis sur ces petits bancs en bois que notre père a fait il y a une vingtaine d'années, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange. Les cigales chantaient fort. C'était cette chaleur de décembre qui collait à la peau. Il est resté un moment silencieux, jouant seulement avec sa canette de bière, faisant ce petit bruit de métal, puis il a levé les yeux, m'a regardé très sérieusement et a dit « Frangin, on dirait que mon voyage ici arrive à sa fin. Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai dit qu'il allait guérir, qu'il allait se battre, que notre famille n'abandonnait pas facilement. Charles, tu as 2 enfants en bas âge, une épouse qui t'adore, plein de gens qui ont besoin de toi. Ne sors pas ce discours-là. Et il s'est vraiment battu, tu sais, avec une force que je ne savais même pas qu'il avait en lui. Il a fait de la chimiothérapie à l'hôpital régional, de la radiothérapie à Orléans. C'est moi qui l'emmenais toutes les semaines, sur cette route qu'on connaissait par cœur. Il a perdu ses cheveux, maigri de 15 kilos, mais n'a jamais perdu son sourire. C'était impressionnant. Même faible, même souffrant des effets des médicaments, il faisait encore des blagues à l'hôpital, consolait encore les gens alors que c'est nous qui aurions dû le consoler. Les infirmières l'adoraient. Madame Colette, qui travaillait en oncologie depuis 30 ans, disait qu'elle n'avait jamais vu un patient si courageux. Pendant les mois de traitement, j'ai pratiquement vécu à l'hôpital avec lui. Anne comprenait, la pauvre. Elle s'occupait de notre maison, de mon travail quand je devais m'absenter et ne s'est jamais plainte une seule fois. Marthe restait avec les enfants pendant la semaine, essayant de maintenir leur routine normale, et moi, je dormais sur la chaise, à côté de son lit. C'était de longues nuits, vous savez. L'hôpital au milieu de la nuit a un silence lourd, seulement brisé par le bruit des machines et des pas des infirmières dans le couloir. Nous parlions de tout, de l'enfance, des bêtises qu'on faisait quand nous étions gamins, des rêves qu'on avait eus, des regrets. Il m'a raconté des choses qu'il ne m'avait jamais dites. Avant, comment il avait été nerveux le jour du mariage, craignant que Marthe change d'avis au dernier moment. Comment il avait pleuré en cachette quand Gabriel était né, parce qu'il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait être si heureux. Comment il se sentait coupable de ne pas avoir mieux pris soin de sa santé, d'avoir tant fumé quand il était plus jeune. Jean, m'a-t-il dit une nuit, c'était mars déjà. Les arbres dehors commençaient à jaunir. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de laisser ma famille sans protection. J'ai peur que Gabriel grandisse sans se souvenir de son père, que Louise ne sache pas comme je l'aimais. C'est cette nuit-là qu'il m'a fait une promesse que, à l'époque, j'ai pensé que c'était juste sa façon de me consoler. Jean, si un jour tu as besoin de moi et que je ne suis pas là à tes côtés, tu peux être sûr que je trouverai un moyen d'apparaître. Je ne sais pas comment, mais je trouverai un moyen. J'ai ri à l'époque, j'ai pensé que c'était du romantisme de sa part, mais j'ai gravé ces mots dans mon cœur. Les derniers jours ont été les plus difficiles. Charles était très faible, arrivait à peine à parler. Mais chaque fois que j'arrivais dans la chambre, il ouvrait un petit sourire et serrait ma main. Marthe vivait pratiquement là aussi à cette époque, et les enfants venaient rendre visite tous les jours après l'école. Gabriel, qui avait 13 ans, restait silencieux dans le coin, essayant d'être fort comme il pensait qu'il devait l'être. Louise, avec ses 8 petites années, ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais sentait que quelque chose de très grave était en train de se passer. Charles est parti un matin d'avril, très tôt, quand les oiseaux commençaient à chanter dehors. C'était un jour magnifique, de ceux qui font penser que la vie peut être parfaite. Je tenais sa main quand il a rendu son dernier souffle. C'était tranquille, vous savez, comme s'il s'était simplement endormi après un voyage. Marthe, les enfants, moi et ma femme Anne étions tous là. Il n'est pas mort seul. Et je suis sûr que c'était important pour lui. Les obsèques ont eu lieu dans la salle paroissiale et des gens sont venus de partout.
collègues de travail, voisins, amis d'enfance, gens qu'il avait aidés au cours de sa vie et dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Le père Jean a dit qu'il avait rarement vu des adieux avec autant de témoignages d'affection. Mais pour moi, tout cela semblait irréel, comme si je voyais tout de l'extérieur, comme si ce n'était pas moi qui vivais ça. La douleur était si grande que je n'arrivais même pas à pleurer correctement. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Moi qui ai toujours été fort, qui ai toujours tenu les rênes de la famille, je me suis retrouvé perdu. J'ai commencé à travailler trop, prenais chantier après chantier, restais tard sur la construction, juste pour ne pas avoir à rentrer à la maison et sentir le vide que Charles avait laissé. C'est là que mon corps a commencé à donner des signaux, douleur dans la poitrine, essoufflement, une fatigue qui ne passait pas. Anne insistait pour que j'aille voir le médecin, mais moi, têtu, je pensais que c'était juste la fatigue. Jusqu'à ce qu'un lundi d'août, j'étais en train de vérifier une dalle quand j'ai senti une douleur terrible dans la poitrine, comme si quelqu'un avait planté un couteau. Je me suis évanoui sur place. Je me réveille à l'hôpital en réanimation, plein de fils collés sur moi. Anne à côté de moi, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Le médecin, Dr Richard, m'a expliqué que j'avais fait un infarctus grave. Monsieur Jean, vous avez failli ne pas vous en sortir. Votre cœur s'est arrêté pendant quelques minutes pendant l'opération. Les premiers jours, j'étais très sous sédatif, entrant et sortant de la conscience comme si je plongeais et remontais à la surface d'un lac profond. Parfois je me réveillais et voyais Anne là, parfois c'était l'infirmière qui vérifiait les appareils, parfois je ne savais même pas où j'étais. Les médicaments me laissaient un peu confus, la tête lourde. Dr Richard a expliqué que c'était normal, que mon corps se remettait d'un très gros traumatisme. C'est comme si c'était une voiture qui a eu un gros accident, a-t-il dit. On répare d'abord les pièces les plus importantes, puis on ajuste le reste. Mais c'est la troisième nuit qu'il s'est passé quelque chose que, encore aujourd'hui, je ne sais pas bien comment expliquer. C'était le milieu de la nuit, il devait être 3 heures. L'hôpital était dans ce silence lourd qui n'existe qu'au milieu de la nuit, brisé seulement par le bruit de ces machines qui font bip, marquant les battements du cœur, la respiration, la tension. Anne était rentrée à la maison se reposer un peu. J'avais insisté, parce qu'elle était là depuis 3 jours à dormir sur cette chaise inconfortable, et elle avait une tête de fatigue qui m'inquiétait. « Va dormir dans notre lit », avais-je dit. « Demain tu reviens, je ne vais nulle part. » J'étais en train de regarder le plafond, comptant les petits trous des plaques de plâtre, une manie que j'avais développée ces derniers jours pour essayer de ne penser à rien, quand soudain, j'ai senti une odeur que je connaissais bien. C'était le parfum que Charles portait toujours, ce hasard homme que Marthe lui offrait à chaque anniversaire et chaque Noël. La première chose que j'ai pensée, c'était « ça doit être un employé de l'hôpital qui utilise la même marque ». Mais l'odeur est devenue plus forte, plus proche, comme quand quelqu'un s'approche de nous. Et il y avait quelque chose de différent dedans, quelque chose qui me rappelait spécifiquement Charles, pas seulement le parfum. J'ai fermé les yeux fort, pensant que c'était à cause des médicaments. Dr Richard avait prévenu que les médicaments pouvaient te causer de la confusion mentale, des hallucinations. C'est normal, avait-il dit, ça passe en quelques jours. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'ai failli crier de surprise. Il était là. Ce n'était pas comme dans les films qu'on voit à la télévision, vous savez. Il n'y avait pas de lumière brillante, ni musique de fond, ni rien comme ça. Charles était simplement assis sur la chaise où Anne restait pendant la journée, exactement comme il était de son vivant, mais différent aussi. Il semblait plus jeune, comme s'il était remonté 10 ans dans le temps. Sa peau n'avait plus cette pâleur des derniers mois de maladie. Son visage était redevenu plein, ses cheveux étaient revenus, châtains foncés comme ils avaient toujours été. Il portait cette chemise à carreaux bleus et blancs qu'il aimait tant, celle dont Marthe disait toujours qu'elle le rendait plus beau. Je suis resté à le regarder sans pouvoir cligner des yeux, comme si cligner allait le faire disparaître. Mon cœur s'est emballé. J'entendais le bip des machines s'accélérer, mais ce n'était pas de la peur, c'était un mélange de joie, de surprise et une émotion que je ne sais même pas comment décrire.
Alors, Frangin, a-t-il dit, avec ce petit sourire en coin que je connaissais si bien, la voix exactement pareille. Tu essaies de me suivre, c'est ça? J'ai essayé de parler, mais c'était comme si ma gorge s'était fermée. Je ne pouvais que le regarder, sentant les larmes couler sur mon visage. C'était vraiment lui, c'était mon frère, c'était Charles. Il s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, comme il faisait quand il voulait me donner un conseil sérieux ou quand il était inquiet de quelque chose. C'était un geste si caractéristique de lui que j'ai senti comme si ma poitrine allait exploser de nostalgie. « Jean, tu te souviens de ce que j'ai dit à l'hôpital? Que si tu avais besoin de moi, je trouverais un moyen d'apparaître? Eh bien, me voilà. Mais écoute bien ce que je vais te dire, ce n'est pas encore ton heure. Tu as encore beaucoup de choses à faire ici. » Sa voix était calme, affectueuse, mais avait une autorité que je n'avais jamais entendue avant. Comme s'il savait des choses que je ne savais pas, comme s'il avait une vision plus large de la vie. Il a montré la fenêtre où commençait à poindre le jour, cette lumière rosée de l'aube peignant les nuages. Gabriel a des difficultés à l'école, tu sais. Ses notes ont beaucoup chuté après mon départ. Il est confus, en colère, pensant que c'était de sa faute si je suis tombé malade. Il va avoir besoin de l'oncle qu'il a toujours admiré pour l'aider à comprendre que ce n'était la faute de personne. Comment savait-il cela? Marthe ne m'avait pas parlé des notes de Gabriel. Mais là, à ce moment-là, j'ai simplement accepté qu'il savait. Louise grandit et bientôt elle va commencer à poser des questions sur moi. Des questions auxquelles Marthe ne saura pas répondre seule parce qu'elle est concentrée sur sa propre douleur. Elle va vouloir connaître son père à travers tes histoires, tes souvenirs. Qui d'autre peut lui raconter comment j'étais enfant, les bêtises qu'on faisait? Les larmes coulaient sur mon visage. Je voulais l'embrasser, je voulais m'excuser de ne pas avoir mieux pris soin de ma santé, de m'être laissé consumer par la nostalgie. « Frangin » a-t-il continué, « je ne suis parti nulle part, j'ai juste changé d'adresse. Et chaque fois que vous vous souviendrez de moi avec amour, chaque fois que vous raconterez une de nos histoires à Gabriel et Louise, chaque fois que tu regarderas le coucher de soleil en pensant à nos conversations, je serai là. » Il s'est levé et est venu près du lit. Il a posé sa main sur ma poitrine, là où ça faisait mal. « Ton cœur est blessé, mais pas seulement par les bouchons des artères. Il est blessé par la culpabilité, par la nostalgie mal résolue. Tu n'es pas responsable de ce qui m'est arrivé, Jean. Et je ne veux pas que tu portes ce poids. » Son contact était chaud, réel, comme il l'avait toujours été. « Prends soin de notre famille, Frangin. Prends soin de Marthe quand elle sera triste. Prends soin des enfants. Raconte-leur que leur père était heureux, qu'il les aimait plus que tout au monde. Et prends soin de toi aussi, parce que j'ai besoin que tu vives bien pour honorer notre histoire. » J'ai finalement réussi à parler avec la voix rauque. « Charles, tu me manques tellement. Je sais, Frangin, vous me manquez aussi. Mais on se retrouvera au bon moment. Maintenant, tu dois vivre, tu dois être heureux. Tu me le promets ?» J'ai hoché la tête, et il a souri de cette façon qu'il avait quand nous étions enfants et qu'il arrivait à me convaincre de faire quelques bêtises. « Alors, c'est d'accord. Maintenant, je dois y aller, mais tu sauras toujours que je suis dans les parages. Chaque fois qu'une chanson qu'on aimait passera à la radio, chaque fois que tu sentiras l'odeur de terre mouillée comme dans notre jardin, chaque fois que tu verras un beau coucher de soleil, tu sauras que c'est moi qui t'envoie une accolade. » Il s'est éloigné du lit, souriant toujours. « Et arrête de tant travailler, bon sang. Anne a raison de se plaindre. La vie est faite pour être vécue, pas seulement travaillée. » Quand j'ai cligné des yeux à nouveau, il n'était plus là. Mais le parfum restait encore dans l'air, et je sentais une paix dans la poitrine que je n'avais pas sentie depuis des mois. C'était comme si un poids énorme était parti de mes épaules. Le matin suivant, quand Dr Richard est venu m'examiner, il était surpris. « Monsieur Jean, les examens d'aujourd'hui sont beaucoup mieux qu'hier. Vous avez bien dormi ?» J'ai souri. « Docteur, j'ai eu la meilleure conversation de ma vie. » Il a dû penser que j'étais un peu confus à cause des médicaments. Mais il n'a pas posé de questions. Anne est arrivée peu après, et pour la première fois. Depuis des mois, je l'ai vue sourire vraiment quand elle m'a vu réveillé et bien disposé. Je lui ai raconté la visite de Charles.
Au début, elle était inquiète, pensait que ça pouvait être une hallucination des médicaments. Mais quand elle a vu comme j'étais différent, plus léger, elle a dit « Jean, peu importe si c'était réel ou pas. Ce qui compte, c'est que tu es revenu vers moi. » Je suis sorti de l'hôpital une semaine plus tard, avec une liste de médicaments à prendre, des horaires, d'exercices à respecter et un régime qu'Anne a embrassé comme une mission personnelle, mais surtout avec une nouvelle perspective de vie. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé les lunettes que j'utilisais pour voir le monde. La première chose que j'ai faite en rentrant à la maison a été de m'asseoir dans le jardin, sur ces petits bancs que notre père avait faits, et de pleurer. Mais ce n'étaient plus ces pleurs amers des derniers mois. C'étaient des pleurs de soulagement, de gratitude, de nostalgie mélangée d'amour. La deuxième chose a été d'appeler Marthe. « Marthe, je dois parler avec toi et les enfants. Il y a des choses que Charles m'a demandé de m'occuper. » Quand ils sont arrivés le dimanche suivant, j'ai réuni tout le monde dans le salon. Gabrielle avait cette tête fermée d'ado rebelle. Louise s'est accrochée à ma jambe comme elle le faisait toujours. Marthe avait des cernes profonds, trop maigres. Visiblement, elle ne prenait pas bien soin d'elle-même. « Les enfants, je veux vous raconter une conversation que j'ai eue avec Charles. » ai-je commencé. Gabrielle a levé les yeux au ciel. « Tonton papa est mort. On ne parle pas avec ceux qui sont morts. »« Gabrielle !» Marthe l'a réprimandé. Mais j'ai levé la main. « Non, Marthe, il a raison de questionner. Gabrielle, viens ici, assieds-toi à côté de moi. » Je leur ai raconté la rencontre à l'hôpital, mais j'ai adapté le langage à l'âge de chacun. Pour Gabrielle, j'ai parlé de responsabilité et comment son père serait fier s'il surmontait les difficultés à l'école. Pour Louise, j'ai promis que j'allais raconter toutes les histoires de son père qu'elle voudrait entendre. « Tonton, papa a vraiment parlé de moi ?» Gabrielle a demandé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur dans ses yeux. « Oui, champion. Il a dit que tu traverses une période difficile, que tu es en colère et confus, mais que tu as tout pour surmonter ça. Et tu sais quoi? Ton père a vécu la même chose quand notre grand-père est mort. Il avait exactement ton âge. À partir de ce jour, j'ai créé une nouvelle routine. Tous les mercredis après le travail, j'allais chez Marthe aider Gabrielle avec ses devoirs. Ce n'était pas facile. Il avait vraiment des difficultés en maths et en français. Mais petit à petit, nous avons créé une intimité qui n'existait pas avant. « Tonton, comment papa était à l'école ?» m'a-t-il demandé un de ces après-midi. J'ai ri en me souvenant. « Ton père était terrible en maths. C'est moi qui devais l'aider. Mais tu sais en quoi il était bon? À faire rire tout le monde. Il inventait des blagues pendant la récré qui faisaient rire même les profs. » J'ai commencé à raconter des histoires de notre enfance, des bêtises, des rêves qu'on avait. Gabrielle écoutait les yeux brillants, découvrant un père qu'il ne connaissait que comme adulte responsable. Avec Louise, j'ai créé un autre rituel. Tous les dimanches matins, après la messe, elle venait à la maison et on faisait un album de photos et d'histoires de Charles. Elle dessinait, j'écrivais les histoires qu'elle voulait retenir. « Tonton Jean, raconte quand papa était petit comme moi », demandait-elle toujours. Et je racontais comment il soignait les oiseaux blessés qu'il trouvait dans le jardin, comment il me défendait contre les grands à l'école, comment il rêvait d'être soudeur depuis petit parce qu'il trouvait beau quand il voyait les étincelles voler. Marthe aussi a commencé à aller mieux petit à petit. Elle a recommencé à s'arranger, à sortir de chez elle, au-delà du travail et des courses. Un après-midi, elle m'a confessé « Jean, j'étais en train de mourir avec lui. Merci de m'avoir rappelé que j'ai encore une vie à vivre. » Sur le chantier, les changements ont été tout aussi significatifs. J'ai arrêté d'accepter du travail le week-end. « Les gars, le week-end c'est pour la famille », ai-je annoncé aux maçons qui ont fait une tête comme s'ils avaient vu une soucoupe volante. J'ai commencé à rentrer plus tôt à la maison, à participer au dîner, à demander à Anne comment s'était passée sa journée. J'ai découvert qu'elle suivait un cours d'artisanat par correspondance, un vieux rêve qu'elle ne m'avait jamais dit parce qu'elle pensait que j'allais trouver ça idiot. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» ai-je demandé. « Parce que tu étais toujours si fatigué, si préoccupé par le travail. J'ai pensé que c'était une chose de plus pour te stresser.
Ce soir-là, je lui ai promis qu'on ferait un voyage, quand j'irais complètement mieux. Choisis l'endroit, Anne, n'importe où tu veux découvrir. Elle a choisi les châteaux de la Loire. Elle avait toujours voulu voir ces châteaux, se promener dans les jardins à la française. On a prévu pour octobre, quand je serai autorisé par les médecins à voyager. Sur le chantier, j'ai aussi commencé à faire plus attention à mes employés. Monsieur Paul, qui travaille avec moi, depuis 10 ans, était inquiet parce que son fils adolescent avait commencé à traîner avec une mauvaise bande. Marie, manœuvre qui venait d'arriver, avait du mal à payer son loyer après que son mari ait perdu son emploi. Au lieu de simplement dire bravo à la fin du mois et au revoir, j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai aidé Paul à trouver une activité sportive pour son fils, du judo dans un club d'ici, qu'il a accepté gratuitement. J'ai trouvé des petits boulots supplémentaires pour Marie le samedi, du ménage chez des clients à nous. Monsieur Jean a changé. J'ai entendu Marie dire à une autre employée. Il est plus humain, non? Le mot m'est resté en tête. Plus humain. C'était ça que Charles m'avait enseigné cette nuit-là à l'hôpital. Que prendre soin les uns des autres, c'est ça qui nous rend vraiment humains. 3 mois après mon infarctus, un après-midi d'octobre, je prenais une bière dans le jardin. Juste une, parce que maintenant, il y avait des limites. Quand il s'est passé une de ces coïncidences que Charles avait promises, j'étais en train de penser à lui, me souvenant d'une conversation qu'on avait eue sur les rêves. Il voulait beaucoup connaître la mer, il n'était jamais sorti du centre. Soudain, la radio de la cuisine, qui était allumée doucement, a commencé à passer une chanson qu'il adorait, La tendresse, dans la voix de Daniel Guichard. Ce n'était pas une chanson qui passait fréquemment sur la radio locale, et elle a été diffusée justement à ce moment-là, cette mélodie qu'il fredonnait toujours quand il était heureux. J'ai souri et j'ai dit doucement « Merci pour l'accolade, frangin ». Il y a eu d'autres situations comme ça. Un après-midi où j'étais particulièrement triste. C'était son anniversaire. Je suis rentré à la maison et j'ai senti une odeur de terre mouillée dans le jardin, même s'il n'avait pas plu. Anne a confirmé qu'elle l'avait senti aussi. Une autre fois, je conduisais au chantier à Vierzon, inquiet parce que le client était difficile, quand j'ai vu le plus beau coucher de soleil de ma vie. Orange, rose, rouge, doré, comme si quelqu'un avait renversé de la peinture dans le ciel. J'ai arrêté la voiture sur le bas-côté juste pour regarder et me souvenir des paroles de Charles. Ça peut être des coïncidences, ça peut être l'esprit qui fait des connexions qui n'existent pas. Mais pour moi, ce sont les accolades qu'il avait promis d'envoyer. Et chacune d'elles me donne la force de continuer. 6 mois après mon infarctus, j'ai fait tous les examens de contrôle. Dr Richard était genuinement impressionné par ma récupération. Monsieur Jean, cliniquement, vous allez beaucoup mieux que je ne l'espérais. Pas seulement physiquement, émotionnellement aussi. Quoi que vous ayez changé dans votre vie, continuez. J'ai souri. Docteur, j'ai appris qu'on ne peut pas gaspiller le temps qu'on a, et que prendre soin de ceux qu'on aime, ça inclut prendre soin de nous-mêmes aussi. Les changements se sont étendus à d'autres aspects de la vie. Gabriel n'a pas seulement amélioré ses notes, il est devenu un des meilleurs élèves de sa classe. Il a découvert qu'il avait du talent pour le dessin technique, peut-être une influence génétique du père soudeur. Aujourd'hui, il parle de faire des études d'ingénieur. Louise est devenue la conteuse officielle de la famille. À chaque événement, elle demande à raconter quelque chose sur son père. Au dernier anniversaire de Marthe, elle a raconté à toute la famille comment Charles faisait des sérénades à sa mère quand ils étaient fiancés. Marthe a recommencé à avoir des rendez-vous. Un homme bien, veuf aussi, qui comprend qu'elle a eu un grand amour avant et que ça ne diminue pas ce qu'ils sont en train de construire. Quand elle me l'a dit, elle avait peur de ma réaction. Marthe, Charles serait heureux de savoir que tu as trouvé quelqu'un pour prendre soin de toi et des enfants. Il voulait seulement que vous soyez heureux. Anne et moi, nous avons fait notre voyage dans les châteaux de la Loire. 4 jours qui ont semblé comme une seconde lune de miel. Nous avons marché main dans la main dans les jardins, visité Chambord et Chenonceau, acheté de petits souvenirs idiots qu'elle a adorés. La dernière nuit, assise sur la terrasse de l'hôtel regardant la Loire, elle m'a dit « Jean, ces derniers mois ont été les meilleurs de notre vie ensemble. Pas parce
que tu n'étais pas un bon mari avant, mais parce que maintenant tu es vraiment présent. Aujourd'hui, 2 ans après, je peux dire que je suis un homme en paix. Je travaille encore. J'ai encore mes préoccupations quotidiennes. Je ressens encore le manque de Charles, surtout aux dates spéciales, à son anniversaire, à Noël, quand la famille se réunit et que je sens son absence à table. Mais j'ai appris qu'aimer quelqu'un qui est parti ne signifie pas vivre dans le passé ou se détruire de tristesse. Ça signifie honorer la mémoire de cette personne en vivant de la meilleure façon possible, en étant la meilleure version de nous-mêmes, en prenant soin de ceux qui restent. Gabriel a réussi le concours d'entrée à l'école d'ingénieur de Tours. Le jour des résultats, il m'a appelé en pleurant de joie. « Tonton, j'ai réussi, je suis sûr que papa est fier. » Louise, maintenant 10 ans, joue dans une pièce de l'école le rôle de la narratrice, son choix, parce qu'elle adore raconter des histoires. Elle dit qu'elle veut être institutrice comme sa mère, mais qu'elle veut aussi écrire des livres. Marthe s'est mariée civilement dans une cérémonie simple et belle. C'est moi qui l'ai accompagnée jusqu'à l'autel, comme Charles l'aurait fait s'il avait été son père. Au moment des vœux, elle a regardé le ciel et a murmuré « Merci de m'avoir appris à aimer ». Anne a réalisé le rêve de l'atelier d'artisanat. Nous avons aménagé une petite pièce au fond de la maison, où elle fait ses travaux et donne des cours aux voisines. Elle est rayonnante, épanouie, et je suis le mari le plus fier du monde. Et moi, j'ai appris que parfois les anges gardiens portent des chemises à carreaux et ont le sourire en coin de notre petit frère. J'ai appris que l'amour est plus fort que la mort, et que prendre soin de ceux qui restent est la meilleure façon d'honorer ceux qui sont partis. Tous les dimanches, après le déjeuner, je m'assieds encore dans le jardin avec une bière. Mais maintenant, je laisse toujours une canette à côté, comme Charles avait suggéré. Elle n'a jamais disparu. Mais j'aime penser que peut-être il arrive à en boire une gorgée aussi. Les après-midi où le coucher de soleil est particulièrement beau, je lui parle encore « Merci pour l'accolade, frangin ». Et je suis sûr que de quelque part, d'une façon ou d'une autre, il répond « Toujours, Jean, toujours ». Je ne sais pas si vous croyez à ces choses de visite spirituelle. Peut-être que c'était une hallucination causée par les médicaments. Peut-être que c'était mon subconscient qui me donnait les réponses que j'avais besoin d'entendre. Mais pour moi, c'était réel. Et ce qui compte, c'est que cette conversation m'a sauvé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Si vous traversez une période de deuil, si vous portez une culpabilité ou une nostalgie qui vous consume, je veux que vous sachiez, ceux qui nous aiment vraiment ne veulent pas nous voir souffrir sans but. Ils veulent nous voir vivre, prendre soin les uns des autres, trouver de la joie, même dans le manque qu'ils nous font. La vie est un cadeau, les amis. Et la meilleure façon de remercier pour ce cadeau, c'est de la vivre pleinement, avec amour, avec un but, en prenant soin de ceux qui restent et en honorant ceux qui sont partis. Charles, si tu entends ça là où tu es, je veux que tu saches. Je tiens ma promesse, frangin. Je vis, je prends soin de notre famille. Et à chaque coucher de soleil, je pense à toi avec un sourire sur le visage. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable transcende toutes les barrières, y compris celle de la mort. Que ce soit à travers une expérience spirituelle réelle ou la sagesse que nous portons en nous de ceux que nous aimons, il y a toujours un moyen de trouver la paix et d'aller de l'avant. Si vous avez récemment perdu un être cher, souvenez-vous, il n'y a pas de bonne façon de vivre le deuil. Chaque personne a son temps et son processus. L'important est de ne pas s'isoler et de chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Laissez dans les commentaires comment vous honorez la mémoire de ceux que vous aimez. Créons ici une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Vos mots peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Que vous trouviez tous la paix dans vos cœurs et la force de continuer à prendre soin les uns des autres. Une accolade forte et à la prochaine vidéo.